Latino,
prendre le petit déjeuner, des gens qui sont ici en fait, dans le coin. C'est de toute comme ça, c'est pas seulement bien que vous êtes, mais les personnes vont on appelle Madame Alcibia, Monsieur Bolinois, Monsieur Boutrin, Madame Carius, Monsieur Carole, Madame Carius, Monsieur Chauvet, Monsieur Chaumet, Monsieur Clémenté, Madame Conconne, Monsieur Couzol, Madame Dalma donne procuration à Madame Léotin, Madame Dulis donne procuration à Monsieur Lordino, Monsieur Duverger, Monsieur Duville, Monsieur Fondelot, Madame Gallo, Madame Galli donne procuration à Madame Mage, Madame Jean-Théodore, Madame Landy, Madame Lanois, Monsieur Laventure, Madame Léotin, Madame Lesdema, Monsieur Le Sieur, Monsieur Letchmi, Monsieur Lordino, Madame Mage, Madame Maignan, Monsieur Marie-Sainte, Monsieur Maurice, Madame Mondésir, Madame Morellon Nguela, Monsieur Morin, Monsieur Pamphile, Madame Pinville, Monsieur Robin donne procuration à Monsieur Crouzol, Madame Roy-Camille donne procuration à Monsieur Chaumet, Madame Saint-Aimé donne procuration à Monsieur Marie-Sainte, Madame Tell, Madame Claudiard. Monsieur le Président, on a... merci beaucoup et merci aux collègues qui sont présents. Ici, la dernière plénière avant décembre, le renouvellement par la CTM des instances politiques de la Martinique. À l'ordre du jour, nous avons des dossiers qui ont été présentés, puis nous avons 2 dossiers qui ont été inscrits en urgence lors de la commission permanente qui s'est tenue la semaine dernière, le dossier des Sargasses et le Tour des Yoles. Donc ces dossiers ont été transmis, je pense, dans les délais des 24 heures impartis, je pense. Le directrice général arrive. Nous considérons qu'il n'y a pas de problème. Nous passons donc au premier point de l'ordre du jour, qui est l'approbation de la séance plénière du procès-verbal, la séance plénière du 23 juillet 2015. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, mon collègue Miguel Laventure. Merci, Monsieur le Président. C'est juste pour signaler que le dernier point qui a été examiné à cette séance du 23 juin a consisté en la présentation d'une motion qui avait été partagée avec les groupes et qui a été adoptée à l'unanimité du fait même de son élaboration, et qu'on ne trouve pas la motion, puisqu'il est annoncé dans le procès-verbal que lecture en est donnée, mais bon, et on donne juste un paragraphe. Alors je pense que ça serait bien d'inclure, pour la bonne règle, le texte de la motion dans le document. Ça permettrait d'en avoir... c'est à la page 141. Voilà. Donc, après le deuxième paragraphe, on dit « Monsieur Laventure donne lecture de la motion » et puis on cite uniquement le dernier paragraphe. Enfin bon, voilà. Je pense que ce qui serait bien, c'est d'inclure la motion dans le texte. Comme ça permet d'avoir un document complet. Merci. Oui. Je souhaite que ce soit intégré dans le procès-verbal. Bien. Et à part cette observation, nous passons au vote contre, abstention pour, à l'unanimité. Dossier présenté par M. Chaumet, programme d'action du parc naturel régional de Martinique. Je vous demande d'être synthétique et au moment du vote, M. Chaumet devra quitter la salle parce qu'il est président du parc. Peut-être qu'on va lui demander de commencer par
de sorte qu'ils ne sont pas obligés de sortir, de revenir, etc., etc. On commence peut-être par le dossier 4, reconstruction du stade de l'UXRSS à Sainte-Marie. Très bien. Ça vous va? Ensuite, nous allons parler de Saint-Pierre avec monsieur le maire de Saint-Pierre qui est ici présent dans le cadre du contrat de progrès qui viendra. Je voudrais le remercier et le saluer pour sa présence dans notre assemblée. Monsieur Chaumet. Très bien. Dossier 4. Dossier numéro 4. Bonjour, chers collègues. Bonjour, monsieur le président. Reconstruction du stade de Sainte-Marie. Donc, c'est une demande de subvention qui est adressée à la collectivité dans une démarche qui est initiée par la ville pour réaliser un équipement sportif relativement complet. Donc, je reprends très sommairement les éléments puisqu'il s'agit d'un terrain d'honneur aux normes de la Fédération française, avec des tribunes de 1000 places, des vestiaires, une salle de musculation, des bureaux, une salle de sport et de bien-être, des espaces matériels, enfin un programme relativement complet qui permettra non seulement à la ville mais à la zone du Nord de disposer d'un stade de cette dimension. Le montant global de l'opération est de 7 620 930 €. La contribution de la collectivité régionale est sollicitée à hauteur de 15%, soit pour un montant de 1 143 139,50 €. La commission développement durable a voté ce dossier à l'unanimité. Merci. Qui souhaite s'exprimer sur ce dossier? Monsieur Lordino. Monsieur le Président, chers collègues, c'est une décision qui me réjouit, puisque les Samaritains, depuis plusieurs années, attendent la construction de ce nouveau stade. L'équipe de Sainte-Marie, comme vous le savez, est une des équipes, en tout cas pour la section football, qui draine le plus de supporters en Martinique. Le président de la commission sport va le confirmer. Aujourd'hui, sans les apports des supporters de Sainte-Marie, la Ligue de football connaîtrait encore davantage de difficultés, puisque nous consacrons d'importantes sommes pour aider la Ligue de football. Cet équipement va permettre donc au club phare d'avoir les conditions décentes pour exercer l'art, le football. Vous savez que la Samaritaine, c'est aussi l'une des meilleures équipes de Martinique qui a produit de très nombreux champions. Monsieur le Président, je sais que vous avez été un temps footballeur, mais vous n'avez pas certainement connu les grands champions. Exercès Boudard, qui certainement vous a dribblé à plusieurs reprises et qui a accepté de continuer sa carrière en Martinique. Mais pour être plus sérieux, cet équipement est déterminant pour l'avenir de la jeunesse de Sainte-Marie, qui comporte d'autres sections. Vous savez que aussi nous avons une section basket et il y a des jeunes qui font du handball. Plusieurs clubs dans la commune qui récemment ont organisé au mois de mai un tournoi que j'ai eu l'occasion de supporter. Il faut donc aller jusqu'au bout. C'est difficile, bon, je le dis avec le sourire, il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent, la région va apporter sa contribution, mais j'ai vu que dans le plan de financement, il y a une contribution du Conseil général, il y a une contribution du FNDS, le Fonds national pour le développement du sport, et puis les fonds européens, le Fonds exceptionnel d'investissement. Cela signifie qu'il faudra se mettre au combat pour que peut-être dans 3 ans, cette belle réalisation voit le jour dans cette belle commune du Nord-Atlantique. Merci pour la contribution à tous, chers collègues, que vous portez à la réalisation de cet équipement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, il n'y a pas d'intervention. Juste, je peux te dire que j'ai joué un peu avec Boudard. Toi, ça t'est peut-être pas arrivé, mais... Bon. Alors, nous passons. Ah oui. Président de la Commission sport, vous avez dit un petit mot? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je crois qu'il est quand même important de rappeler et de saluer tout de même le fait que ce projet finalement aboutira. Nous avons, depuis 2010, accompagné fortement la ville de Sainte-Marie sur ce projet d'envergure. Et pour corroborer les propos de mon collègue Lordino, Samaritain qui plus est, il est vrai que la ville de Sainte-Marie a besoin d'un équipement majeur en termes de développement du sport sur le territoire. Vous avez cité les clubs de basket, la BBC.
Vous avez cité la Samaritaine, vous avez cité aussi l'Est Mondésès, qui est déjà doté d'un bel équipement accompagné par la collectivité. Mais il est surtout important de retenir que dans ce projet du Stade de Sainte-Marie, c'est intégré aussi dans le schéma de développement territorial du sport que nous avons lancé avec l'État et qui concerne surtout le développement de territoires. Et monsieur le maire de Sainte-Marie avait très bien compris, toutes les fois où j'ai reçu ces délégations à la région, que la région s'inscrit d'une part dans l'accompagnement de la collectivité de Sainte-Marie, mais aussi sur le territoire du Nord. En tout cas, je salue vraiment l'accompagnement régional, monsieur le président. Nous avons toujours été présents aux côtés de la ville de Sainte-Marie. Et donc, je souhaite vraiment au peuple samaritain sportif de connaître cet équipement qui ne sera pas qu'un terrain de football. Il sera vraiment un vrai complexe sportif avec des thématiques différentes. Et donc, le nord martiniquais aura un stade d'envergure, comme le centre, comme le sud là, mais la ville de Sainte-Marie aussi, surtout les footeux, que je connais très bien, seront dotés d'un bel équipement sportif pour développer la jeunesse samaritaine. Bon, voilà, merci, chers collègues, à la région. C'est un stade neuf. Hein. C'est pratiquement un stade neuf, 8 millions d'euros de travaux. Bien, nous votons contre, abstention, pour, à l'unanimité. Deuxième dossier, c'est le contrat de progrès de la ville de Saint-Pierre. Je demande à monsieur le maire s'il accepte de venir à la tribune. Je demande à monsieur Chaumet de présenter le dossier. Ensuite, on passera la parole au maire. Très bien, monsieur le président. Donc voilà, donc nous sommes dans le processus que nous avons entamé depuis les élections de 2014, consistant à accompagner les communes dans l'émergence de projets extrêmement importants pour eux. Donc la ville de Saint-Pierre s'inscrit dans cette démarche pour la mise en œuvre de son contrat de progrès. Donc les détails sont dans le rapport. Donc je vais quand même citer les grands éléments. Il s'agit d'une partie d'aménagement et d'embellissement, de réhabilitation notamment, de restauration de la circulation, qui est un vrai souci, des questions de stationnement, des questions de voirie piétonne, enfin bref, un certain nombre d'aménagements aussi qui sont liés à des équipements existants, notamment la réfection du mur trajectoire, qui est en dessous du stade de Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent en tout cas comme moi la commune, la rénovation de l'école mixte, la création d'un espace multisport à Périnelle, l'aménagement de la mairie, des créations d'espaces de vie, mais aussi la rénovation de la crèche, c'est une très forte attente de la municipalité. La mise en œuvre d'un point de vue adapté sur le point de vue du fromager, donc qui est quand même un lieu assez emblématique de la commune. Donc voilà les éléments, on va dire, très importants sur les questions d'aménagement qui sont détaillés dans le projet. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il y a véritablement la volonté de la collectivité d'accompagner la mise en place d'une ingénierie technique. L'une des difficultés de ces collectivités, notamment nous le vérifions, et en tout cas on y apporte des réponses lorsqu'on met l'aide régionale aux communes, c'est au-delà de la disponibilité des moyens financiers que nous soutenons, très fortement, notamment pour les communes, c'est la capacité des communes en interne à avoir de l'expertise, de l'ingénierie pour mettre en œuvre les projets, les suivre et les structurer. Donc c'est un élément essentiel. C'est pour cela qu'il y a 2 postes de fonction qui seront soutenus par la collectivité régionale, un sur les questions techniques et l'autre sur les questions d'ingénierie financière. Donc c'est extrêmement important parce que c'est la condition sine qua non pour les collectivités de réaliser ces équipements. Le montant total de la subvention, qui est à la page 7, est de 2 80 479 €. Donc c'est quand même significatif pour réaliser à la fois les questions d'aménagement, mais comme je l'ai dit, soutenir pour plusieurs années des postes de fonction à la fois techniques et financiers qui permettront à ce projet ambitieux qui s'inscrit dans la cohérence de notre démarche de création de Grand Saint-Pierre pour donner véritablement à ce joyau historique et patrimonial la dimension qu'il mérite. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, exposer les éléments de la demande dans le cadre du contrat de progrès. Chers collègues, nous sommes à notre 11e contrat de progrès, donc c'est la finalisation. Il s'agissait d'entendre, d'écouter, de soutenir les maires nouvellement élus. Donc, cher Christian, je te passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers conseillers régionaux, chers collègues, merci de m'accueillir ici. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Ce moment est très important pour nous. Je me souviens que Pierre Petit
à l'époque député du Nord Caraïbe, en charge en tant que vice-président du Conseil régional du développement économique, et surtout maire du Morne-Rouge, disait et constatait que le Morne-Rouge ne pouvait pas se développer sans Saint-Pierre. Il pouvait donc étendre à tout l'ensemble de l'extrême nord Caraïbe. Et aujourd'hui, je crois que l'action du Grand Saint-Pierre a pris en compte qu'en faisant de Saint-Pierre le centre d'une zone d'attraction majeure, que Saint-Pierre a une importance aussi pour la Martinique tout entière dans le cadre de sa politique touristique. Donc, même avant de faire de la politique, vraiment, j'ai toujours compris que la mission de Saint-Pierre, l'enjeu Saint-Pierre dépassait largement la petite commune qu'est Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre, c'est un peu plus de 4000 habitants et n'a pas les moyens, surtout en ce moment, de faire face à cet enjeu qui la dépasse, mais qui est un enjeu martiniquais. Donc c'est pour ça que, nouvellement élu, mon équipe et moi-même, nous avons reçu comme du pain béni cette proposition de la présidence de la région Martinique, de ce dispositif de contrat de progrès, qui nous permet de faire face à des urgences dans le cadre de notre projet de territoire, pour lequel nous avons été élus. Je prendrai un seul exemple. Hier soir, nous étions en réunion avec les parents de la crèche de Saint-Pierre, qui devra, malheureusement, et je l'ai regretté, fermer ses portes pendant 3 mois, à partir de septembre, jusqu'en décembre, pour une mise aux normes, simplement. Parce que le médecin-chef de la PMI l'exige, la commission de sécurité l'exige, la direction de l'agriculture et de la forêt l'exige. Nous aurions été contraints de fermer définitivement cette crèche si le contrat de progrès ne nous donnait pas les moyens de faire face à ces exigences légales. Donc ce projet de territoire est constitué d'une part des actions inscrites au contrat de progrès de Saint-Pierre, mais également de tout ce qui est prévu dans le programme du Grand Saint-Pierre, qui est piloté par Patrick Chamoiseau et qui sera débattu et soumis à validation du conseil municipal de Saint-Pierre à la rentrée de septembre. Donc nous avons eu peu de temps pour produire ce contrat de progrès, mais nous avons accroché tout de suite, nous avons saisi cette chance offerte à notre population. Et ce contrat de progrès qui est présenté aujourd'hui, il aurait pu être 2 fois plus important, mais il aurait coûté 2 fois plus cher. Nous avons été obligés de faire le tri, parce que Saint-Pierre n'est qu'urgence. Vous connaissez l'état de notre ville et vous le regrettez tous. Donc c'est une situation dramatique, en particulier sur le plan financier. Et donc ce contrat devrait participer pleinement au sursaut attendu par les Pierrotins dans leur ensemble. Donc nous avons surtout travaillé à l'amélioration, à un effet starter en fait, sur l'amélioration du cadre de vie des Pierrotins, un effort pour la jeunesse et la petite enfance, des moyens donnés aux services municipaux. L'outil de développement de Saint-Pierre, c'est d'abord la municipalité et ses services. La rénovation des bâtiments communaux pour restaurer l'image de la municipalité et agir quelque part sur l'attractivité de la ville, donc la revitalisation économique et touristique de Saint-Pierre à terme, par des aménagements qui renforcent la dynamique partenariale avec le Grand Saint-Pierre. Donc tous ces projets sont importants pour relancer Saint-Pierre et je vous remercie d'y apporter toute votre attention et de nous encourager, parce que là, Saint-Pierre, c'est un enjeu qui dépasse la politique politicienne, c'est une politique de développement qui est au service de la Martinique tout entière. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je vous remercie de votre accueil et de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des intervenants dans la salle? Non, il n'y en a pas. Mais Monsieur Boutrin. Merci, Monsieur le Président. Ça ne marche pas. Vraiment? Non. Je l'ai entendu hein, quand vous avez frappé. Oui, ça y est. L'autre. Non, celui-là. Essaye, voir. Ça ne marche pas, visiblement. Bon, tu as raison. Ouais. Monsieur le Président, notre groupe a toujours une position très claire sur ces dossiers de contrat de ville, Bon. Nous disons que, effectivement, les maires
et les équipes municipales qui sont en place sont les mieux placées pour pouvoir connaître les besoins de la commune. Et en l'espèce, on a bien compris que la nouvelle municipalité voulait réorienter les aides allouées par la région. C'est pour cette raison que nous avons toujours soutenu les projets qui ont été présentés par les maires et les financements qui ont été alloués par le conseil régional. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Cependant, notre groupe profite pour, à travers votre présence, monsieur le maire, que nous saluons ici, nous profitons pour saluer la population de Saint-Pierre. Alors, dans votre projet, nous ne remettons pas en cause les choix qui ont été faits, mais nous avons juste une précision en ce qui concerne, par exemple, l'aménagement et l'embellissement urbain de Saint-Pierre. Il était prévu à l'époque, à l'entrée, on pourrait dire l'entrée sud de Saint-Pierre, c'est-à-dire au niveau de la station de M. Nadeau, il était prévu qu'il y ait un giratoire. Or, la présence de ce projet dans les documents d'urbanisme fait que aujourd'hui, un certain nombre de riverains qui essayent de régulariser leur situation au regard de leur situation sur les 50 pas géométriques n'arrivent pas à effectivement obtenir de l'agence des 50 pas qu'ils puissent effectivement compléter leur dossier. Faute de précision là-dessus, leurs dossiers sont bloqués depuis quelque temps. Alors, étant administrateur de l'agence des 50 pas, ils m'ont interpellé sur cette question et l'agence a très certainement dû vous contacter là-dessus pour savoir quid du projet de giratoire qui ferait qu'effectivement que la ville aurait un droit de préemption et que ces riverains ne pourraient pas effectivement espérer ce qu'ils attendent depuis des années, à savoir régulariser leur situation au regard de ce projet. Et puis, je voulais quand même saluer le montant de la participation qui, le rapporteur l'a rappelé, qui n'est pas rien. C'est quand même 2 080 000 € que la région s'engage dans cette participation financière. Enfin, en ce qui concerne bon, le plan de financement, nous avons vu effectivement qu'il y a d'autres partenaires qui interviennent, notamment au niveau de l'Europe là-dessus. Nous supposons que dans les délibérations, vous avez eu une délibération du conseil municipal qu'il y a un engagement sous les sommes qui ont été avancées aujourd'hui. Voilà, monsieur le président, monsieur le maire, ce que nous voulions dire sur ce dossier. Merci beaucoup. Nous allons écouter M. Lordino, ensuite M. Laventure, puis nous allons passer la parole au maire. Je tiens à dire que le maire n'a aucune obligation à répondre à des questions précises sur sa commune. Hein. S'il veut, il répond. Et s'il ne souhaite pas, il ne répond pas. Allez-y. Je voudrais remercier M. le Président, souhaiter la bienvenue à M. le maire de Saint-Pierre, mais aussi bon courage. Parce que la tché, pour la chaud, il ne faut pas que la tché. Vous-même, M. le maire, avez précisé que vous héritez d'une commune dans une situation financière dramatique. J'ai même entendu dire que le déficit réel serait autour de 2,2 millions d'euros. Mais il y a aujourd'hui des raisons d'espérer. Le coût total du projet... Attendez. Messieurs, s'il vous plaît, si vous pouvez vous installer, mais en silence. S'il vous plaît. Si vous pouvez vous installer, mais en silence, parce qu'il y a l'Assemblée qui délibère en même temps. Allez-y, M. Lordino. Le coût total du projet, c'est 3 100 000 € environ, ce qui est une somme exceptionnelle. Ça, il faut le dire dans ce contrat de progrès. Et le taux de participation du conseil régional va pour certaines actions jusqu'à 92%. C'est cela qu'il faut peut-être souligner.
c'est évident, la commune, comme d'autres communes de Martinique, comme d'autres institutions, aura du mal à mobiliser les financements. Mais le conseil régional et son président vont accompagner la commune dans cette démarche. C'est fondamental, vous l'avez dit, pour tout le Nord Caraïbe, parce que Saint-Pierre ne porte pas simplement un projet pour Saint-Pierre, mais notamment est le berceau de ce projet phare pour le pays, qui est celui du classement de la montagne Pelée et des différents massifs du pays au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce projet, il s'inscrit dans le projet Martinique île durable, territoire à énergie positive pour une croissance verte, et il sera générateur de nouvelles activités dans tout le Nord Caraïbe pour que Saint-Pierre joue son rôle de moteur dans le Nord Caraïbe. Et je voudrais vous dire quelques mots concernant l'actualité récente, puisque j'ai entendu dire que Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, voit les produits d'art disparaître. Il y a toujours des histoires soit de vol de tableaux, soit de vol d'objets dans les musées. Donc ensemble, nous avons un gros travail à mener pour qu'il y ait une conservation, une préservation du patrimoine culturel martiniquais. C'est une nécessité parce que si on veut que cette zone ait une attractivité touristique, il faut que nous ayons des choses à offrir à nos visiteurs. En ce sens, le travail que vous faites pour sécuriser les bâtiments publics, pour faire que la crèche ne ferme pas, je vois aussi que vous avez des projets concernant les espaces, la création d'un site à fromager pour permettre à ceux qui veulent se recueillir, bon, fromager, et ni piquant, ni dingue, sans plier bois emblématique, mais ces étiquettes là, mais macaques savent qui pied bois et qu'à monter. Donc peut-être que là aussi, il faut nous utiliser ce site-là pour nous montrer, mon maï là, qui s'acquénit de symbolique dans l'arbre. Le président Letchimi fait souvent référence à Aimé Césaire et son rapport à la nature et aux arbres. Voilà un arbre emblématique à Saint-Pierre qu'il faut montrer, qu'il faut faire découvrir, qu'il faut valoriser. L'avenir du nord de la Martinique passe par la réussite du projet à Saint-Pierre. Et monsieur le maire, vous pouvez compter sur mon investissement personnel pour que ce projet voie le jour. Merci, collègue Lordino. Collègue Laventure. Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord je voudrais saluer le maire de Saint-Pierre, le nouveau maire de Saint-Pierre, avec qui l'histoire a fait que nous ayons des relations. Écoutez, je voudrais dire aux membres du MICA, il y a des règles très précises. Quand vous n'avez pas la possibilité de faire du bruit, etc. Vous êtes accueillis, vous êtes chez vous ici, il n'y a pas de problème. Mais vous respectez le fonctionnement de l'institution. Et deuxièmement, il n'y a pas de manifestation visuelle. Donc vous êtes, je répète, les bienvenus et j'ai les deux noms de personnes qui vont intervenir pour exposer, c'est votre droit. On accueille tout le monde ici, il n'y a pas de problème. Mais laissez l'Assemblée se dérouler dans des conditions respectueuses. Monsieur Laventure. Merci, Monsieur le Président. Donc je disais que je voudrais saluer le maire de Saint-Pierre en rappelant que nous nous connaissons bien, puisque nous avons eu l'occasion de faire un certain nombre de choses à un moment où il était peut-être moins entouré que maintenant, mais où par conséquent, donc, chaque présence avait plus de dimensions et plus de perspectives, lesquelles se sont manifestées fécondes, et nous sommes là pour les mesurer. Et je veux dire que c'est au nom de cette fécondité-là que je souhaite qu'une nouvelle époque vive à Saint-Pierre. Nous avons été, dans plusieurs circonstances, très préoccupés de ce que Saint-Pierre n'occupait pas dans le vécu des Martiniquais la place résultant notamment de son histoire. Là aussi, les circonstances ont fait qu'en 2002, parce que président à l'époque de l'Office départemental du tourisme, nous avions reçu la mission d'être au nom des deux collectivités majeures, département, région, mais aussi de la communauté d'agglomération,
l'acteur pratique pour la valorisation de cette célébration du centenaire, notamment vers l'extérieur. Un certain nombre de choses ont pu être faites, notamment, je me rappelle, nous avons pu obtenir, par exemple, que le très symbolique 20 heures du journal télévisé de TF1 soit ouvert sur ces manifestations, et en particulier le feu d'artifice. Et puis nous avons regretté que derrière cela, il n'y ait pas eu le développement que chacun attendait, notamment concernant la question de la croisière, notamment concernant la valorisation, le collègue Lordino l'a évoqué, des éléments d'art et d'histoire, mais aussi très matériellement de patrimonialité qui se détruisait. Et puis, le nouvel espoir est né avec la démarche concernant le classement dans le patrimoine mondial. Et par conséquent, donc, nous voulons situer la décision de ce matin dans cette marche indispensable qui concerne bien sûr Saint-Pierre, qui est, je dirais, porté par Saint-Pierre, et le maire de Saint-Pierre l'a bien dit dans son propos, mais qui en fait, par conséquent, donc, irrigue et éclaire la totalité de la Martinique. Pour les Martiniquais, mais j'ai envie de dire pour l'humanité, en tout cas à l'échelle du monde. Et donc c'est vrai qu'il y a 2 millions d'euros qui sont en cause. Je considère que c'est à la fois important au regard des difficultés budgétaires qui peuvent exister, mais je considère que c'est, excusez-moi Monsieur le Président, je considère que c'est modeste par rapport à ce qui nous attend. Donc je le dis avec beaucoup de responsabilité, en considérant que, encore une fois, pour avoir été très directement confronté à des appréciations de situation et d'opportunités, nous aurons collectivement, avec le maire de Saint-Pierre, avec les autres acteurs concernés, nous aurons à aller plus loin. Et par conséquent, je considère qu'il y a là un élément d'amorce qui est bienvenu dans la perspective, je crois, très commune que nous partageons tous, d'un développement par Saint-Pierre, certes pour Saint-Pierre, mais plus globalement pour la Martinique. Merci. Merci. Avant de passer la parole au maire, je voudrais, puisqu'il y a des interrogations qui concernent aussi la région, lorsqu'on a lancé le programme Grand Saint-Pierre, c'est exactement dans l'objectif indiqué par le collègue Boutrin et le collègue Lordino et toi-même. Donc on est vraiment sur une réflexion majeure, globale, complexe, très compliquée, parce que ne serait-ce que les WIN, on ne peut pas y avoir accès ni faire des programmes de restauration, parce qu'on a décidé comme ça, parce que ce sont des WIN qui sont classés, etc. etc. Donc le chantier avance bien, certaines actions avancent en travaux, il suffit de regarder le fonds de mer de Saint-Pierre, à la fois financé par le département et la région, et les fonds européens, et nous sommes actuellement en train d'aboutir sur ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement de l'ensemble de la ville, avec des acquisitions foncières qui sont à la clé, avec des programmes opérationnels qui sont parfaitement ciblés. Un très bon exemple, c'est le musée de Saint-Pierre. Les travaux vont démarrer bientôt, parce que ce musée était inacceptable. Pas, pour une ville comme ça, avoir un musée de cet état-là. Autre exemple, je ne prends que des exemples, ne pas être très long simplement, parce que vous avez posé des questions et des préoccupations. Nous avons aussi en ligne de mire, et ça dépendra de la décision du nouveau maire, est-ce qu'on met un appartement croisière à Saint-Pierre ou pas? C'est un débat. Parce que si on veut faire venir le tourisme, bon, il faut les faire venir, il faut accepter qu'il y ait une augmentation du volume de croisiéristes, mais en même temps, un appartement digne de ce nom. Troisième chose essentielle, si on veut que Saint-Pierre soit la capitale historique, il faut absolument réaliser des infrastructures lourdes. Première infrastructure lourde, c'est le contournement de Saint-Pierre. Les études ont été très avancées par le département. On travaille avec le Conseil général. Faut-il faire, appelons ça rapidement comme ça, la rocade de Saint-Pierre majeure, ou est-ce qu'il faut faire une rocade mineure, c'est-à-dire une rocade qui reprend des voiries? C'est compliqué, mais il faut étudier. Le transfert des matériaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les matériaux traverser le bout toujours, si on ne fait pas la rocade? Donc il y a une étude qui a été menée pour le transfert par barge. Donc je veux vous dire par là que je pense qu'il n'y a pas de bord sur ça. Tout le monde est conscient que Saint-Pierre peut être une énorme locomotive pour le pêcheur, pour le carbet, pour et le monde rouge. Le classement de la montagne pelée comme patrimoine mondial de l'UNESCO fait partie aussi des stratégies que nous partageons. Mais au-delà de cela,
il s'agit quand même, avant Bellevarel l'arrivée, il faut que vous mangez, il faut que la mairie a fonctionné. Donc le contrat de progrès est fait pour permettre à la mairie de continuer à fonctionner. Et l'exemple qui a été pris tout à l'heure par monsieur le maire est essentiel. Une crèche qui va fermer parce que les crèches ne sont pas en normes. Vous savez que si crèche n'est pas en normes, premier moment qu'il y a la geôle, c'est maire. S'il n'y a pas des gens qualifiés dans la crèche, j'ai connu ça en tant que maire de Fort-de-France, hein, j'en parlais tout à l'heure là, si la personne qui garde l'enfant n'est pas qualifiée, et puis tiens, bah, il trappe un problème, ou la geôle. Donc le contrat de progrès, c'est cette réponse-là. C'est pour ça que j'invite monsieur le maire à choisir les réponses qu'il souhaite faire. C'est légitime que les collègues se posent des questions, mais il n'est pas contraint de répondre aux questions, et je crois que monsieur Boutrin a bien compris. Donc je vous passe la parole. Nous apportons une contribution forte. Nous apportons aussi de recadrement de financement qui s'est lié à la CRC, ça a été dit tout à l'heure, et nous vous souhaitons bonne chance pour votre travail. Je vous passe la parole et ensuite on vote. Merci, il est bizarre. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, à tous et à toutes et à tous, quelques réponses. Je salue en particulier Miguel Laventure. Et je lui disais que je ne suis pas venu ici pour être entouré à titre personnel. J'en appelle à entourer Saint-Pierre avec l'enjeu enfin disons avec l'enjeu qui va avec. Saint-Pierre, c'est notre ville patrimoine. Mon slogan de campagne, c'était Saint-Pierre, c'est à nous toutes. Et je tiens à remercier le président ici présent de la région Martinique d'avoir compris en arrivant cet enjeu en mettant en place ce projet Grand Saint-Pierre avec un maire à l'époque qui n'était pas de sa couleur politique. Donc ça dénotait quand même quelque chose. C'est un enjeu qui dépasse les petits combats politiciens. Je voulais dire que le giratoire, je n'en ai pas encore, j'ai pas encore abordé ce sujet parce que l'agence des 50 pas ne m'a pas parlé de ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu tellement de sujets à déflorer et à aborder depuis que je suis là. Celui-là n'a pas été abordé, mais isolé de ce projet de contournement de Saint-Pierre, ça me paraît difficile. Ce sera forcément dans un ensemble, dans une réflexion d'ensemble, puisque l'un des schémas de cette future rocade démarre de ce point-là, apparemment. Donc on y reviendra. Et puis pour finir, je répondrai à mon ami Fred en lui disant que tu as raison d'attirer l'attention sur ce fromager. Le point de vue, je l'ai voté 2 fois. 2 fois, je crois que c'était en 2003 et 2005 ou quelque chose comme ça, il n'a jamais été réalisé. Il faut qu'il soit réalisé. C'est à la fois une vision globale sur Saint-Pierre, mais un point d'histoire. Effectivement, il y a l'illustre Aimé Césaire qui venait méditer au pied de ce fromager, qui est en fait parce que le bruit a couru qu'il y avait 2 survivants à Saint-Pierre. Effectivement, il y a Sybaris et le fromager, qui a survécu à l'éruption, qui a repoussé et qui surplombe dignement Saint-Pierre. Voilà, donc nous devons rendre hommage à ce fromager et en même temps créer un point d'attractivité touristique majeur pour notre ville et pour la Martinique. Merci beaucoup. Bien, nous passons au vote pour l'approbation du contrat de progrès de la ville de Saint-Pierre pour un montant de 2 144 288 600 et des réaffectations de la CRC contre, abstention pour, à l'unanimité. Alors, avant de passer la parole pour le dernier dossier à M. Chaumet, je voudrais vous signaler la présence de l'Union des indépendants de la conduite automobile et de la sécurité routière qui est présidée par Grégoire Gallo et le comité national des professionnels de l'automobile qui est présidé par Marcel et Joseph Rose. Enfin, présidé, je ne sais pas si vraiment, mais ce sont les 2 que je viens de citer qui vont venir s'exprimer. Vous savez, chaque fois que des salariés, le peuple veut s'exprimer, depuis 5 ans, nous n'avons jamais fermé la porte. Et ils vont exposer les problèmes qu'on rencontre la profession. Je leur demande les 2 de descendre pour s'installer derrière moi. Et je leur donnerai la parole après le dossier que présente monsieur Chaumet. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de votre attention. Donc, pour faire clair et concis, il s'agit de voter le programme d'action, fonctionnement et investissement du parc naturel régional de la Martinique, que j'ai le plaisir de présider, donc ce qui m'obligera à quitter la salle lors du vote. Sachez que le parc a engagé un certain nombre de modernisations de ses modalités de financement,
avec une dotation statutaire de montant de 3 millions d'euros et la mise en œuvre annuelle d'un programme d'action d'investissement et de fonctionnement. Donc les opérations sont assez importantes, puisqu'il s'agit à la fois de gérer des instruments qui existent, notamment les questions des réserves, mais de s'engager sur des sujets majeurs. Je tiens à relever la création de la réserve marine du Prêcheur, qui a été créée, l'animation de l'Observatoire de la biodiversité. On est tous réjouis de dire qu'il y a une biodiversité exceptionnelle, mais il faut quand même l'observer dans de bonnes conditions. Soutenir, cela a été dit d'ailleurs dans le cadre du Grand Champier, techniquement l'émergence de la mise en œuvre de la candidature du classement à l'UNESCO, travailler sur les productions patrimoniales. J'en parlais tout à l'heure avec le collègue Cruzol sur le café et le cacao, puisque aujourd'hui, si Cruzol s'occupe de la partie commerciale, les parties agronomiques est soutenu par le PNR, notamment sur le café et le cacao. Donc ce sont tout autant de chantiers qui font que nous avons un programme d'action en fonctionnement qui s'élève à un montant de 860 000 euros. Sur les questions d'investissement, là on est véritablement sur des sujets extrêmement importants, puisque l'un des chantiers est la volonté du parc, et cela a été voté à l'unanimité. Moi je tiens à saluer ici présent l'ensemble des administrateurs du PNR, toutes tendances confondues, qui ont vraiment, enfin, qui sont très présents, mais aussi qui sont très, très contributifs. Et moi, je suis très, très heureux de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, on pourra véritablement travailler à véritablement faire de la Martinique l'une des premières destinations de découverte pleine nature. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, mais je crois que ça peut être un élément extrêmement important de valorisation territoriale, notamment par la réalisation des sentiers, par la mise en place d'équipements structurants extrêmement importants. Notamment, nous parlions tout à l'heure du projet Grand Saint-Pierre, réaliser l'aileron, accueillir sur l'aileron qui est aujourd'hui la principale porte d'entrée, qui a près de 40 000 visiteurs avec des équipements modernes, à terme une piste de VTT, c'est véritablement doter la Martinique d'outils majeurs. Et c'est pour cela que vous avez là ce programme qui s'estime à près de 1 346 000 728 €. Donc je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà, chers collègues. Merci. Qui souhaite intervenir? Personne? Monsieur Lordino. Oui, Monsieur le Président, très chers collègues, c'est une action majeure de notre collectivité. Je parle aussi en tant qu'administrateur du parc naturel régional, représentant de notre collectivité. Le parc naturel est un syndicat mixte qui regroupe aujourd'hui un ensemble d'institutions en Martinique, la quasi-totalité des communes, le conseil général, le conseil régional, les communautés d'agglomération. Le travail qui est mené est un travail essentiel dans le cadre du nouveau modèle de développement que nous voulons mettre en place dans notre pays. Le parc aujourd'hui est l'institution qui a le plus grand nombre de chantiers d'insertion, donc qui s'adresse aux jeunes pour leur donner une nouvelle chance dans la vie. Le parc régional aujourd'hui gère des équipements comme le domaine d'émeraude, un équipement nouveau qui draine une population dans le nord qui est déjà déshéritée. Il nous faut continuer à avoir des points d'intérêt majeurs pour attirer une nouvelle clientèle au nord. Et je ne vous cacherai pas, chers collègues, que j'attends beaucoup de notre collectivité pour soutenir le projet de la création et du réaménagement de l'aileron à la montagne Pelée. C'est un site majeur qui fonctionne dans des conditions indignes aujourd'hui. On ne peut pas recevoir des touristes dans un endroit aussi emblématique que la montagne Pelée dans des conditions aussi détestables. Il y a à côté de cela la réserve marine au Prêcheur qui constitue aujourd'hui un nouvel élément d'attractivité pour le Nord. L'installation aujourd'hui des antennes du parc, à la fois à Saint-Pierre et bientôt à Fort-de-France, où nous pourrons commercialiser un certain nombre de produits à destination des Martiniquais, mais aussi à destination des visiteurs de notre pays. Tous ces projets contribuent à l'amélioration de l'attractivité de la Martinique et du développement de l'activité dans le Nord. Tout à l'heure, monsieur le maire de Saint-Pierre était là. Et ceci est fondamental pour le nord du pays, mais aussi pour l'ensemble des communes. Enfin, très chers collègues, je voudrais être ici le porte-voix du personnel du parc régional, parce que nous nous sommes engagés à améliorer
les conditions d'exercice à l'intérieur du parc. Et aujourd'hui, les salariés sont dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Monsieur le Président, vous avez fait de gros efforts pour faire que les salariés de la région soient mieux installés. On a équipé de nouveaux bâtiments à Pointe-de-Jaham, hein, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on peut être fier du bilan. La quasi-totalité des salariés de la région sont titularisés, ceux qui ne bénéficient pas de la mesure, simplement parce que la loi Sauvadet, on ne va pas entrer dans les détails, ne peuvent pas le faire. Mais c'est une action majeure pour ce qu'on appelle l'humain. Et l'action qu'on a menée au Conseil régional, nous devons le mener aussi pour les salariés du parc naturel régional. Nous avions promis, Monsieur le Président, vous êtes là, que les salariés seraient installés dans de nouveaux bâtiments. Et je vous invite aujourd'hui à vous rapprocher de Monsieur le Président de la région et de la présidente du Conseil général et de Monsieur le maire de Fort-de-France, puisque nous avons un projet à Tartançon, ce qui va augmenter l'offre touristique de Fort-de-France et permettre que ce lieu qui est aujourd'hui en friche, le lieu est abandonné. C'est là où on voit les limites de l'action de l'État. L'État a parlé beaucoup, mais souvent, il n'y a pas connaître fonctionnement réellement. Vous savez qu'il y a, je le dis, Monsieur le Président, il y a une tendance des fonctionnaires, certains, de l'État à croire que nous ne sommes pas capables de penser par nous-mêmes depuis 16 heures. Donc, progressivement, les choses évoluent. Hein, on voit qu'ils commencent à comprendre, mais ce sera peut-être un combat de plusieurs générations. Et j'ai partagé avec vous ce moment intense d'émotion où Jesse Jackson était là. D'ailleurs, c'était le décor qu'il y avait pour le recevoir, où Jesse Jackson nous a dit, enfin, pour résumer sa pensée, la Martinique avance et l'espérance est en marche. Monsieur Lordino, je vous trouve très en forme, mais pas vrai, président Parclan les mains, parce que ça n'a pas été... Je tiens à vous informer simplement que nous sommes passés de 2010 à maintenant de 4 millions à 13 millions. Ouais, de budget, tout qualité mélangée, investissement, mission, etc. C'est vrai que le parc fait un travail, je l'admire, vraiment exceptionnel, a pris une dimension très opérationnelle en investissant sur le développement, j'approuve tout ça. Bon, mais c'était pour te dire, je suis d'accord avec toi, mais c'est vous qui présidez en commission finance là en plus, si vous incitez-moi à trop dépenser, et puis, bon, troisième personne s'exprime, deuxième personne, et puis après, on va demander à M. Chaumet de sortir, parce que la réglementation, c'est qu'il ne peut pas être dans la salle au moment du vote, et pour voter. Allez, madame. Merci. Non, simplement, je voulais rappeler que ce travail qui a quand même été entamé depuis 2004 par l'ancienne présidente Lisen Guela est à saluer parce que nous avons un beau domaine qui s'appelle le domaine d'émeraude. Elle a fait sortir en terre le temps des mandats et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, il ne faut pas qu'on oublie, premièrement. Deuxièmement, le collègue Lordino se faisait l'avocat des salariés. Moi, je me fais l'avocat du parc pour qu'on n'ait pas à faire, en tant qu'administratrice, également représentant la région, pour éviter au parc de faire des prêts. Il serait important que la collectivité puisse verser la subvention à temps, pour qu'on n'ait pas justement de problème de trésorerie. Donc, ça aurait été intéressant pour que ce bel outil continue à vivre et qu'il ne rencontre pas de difficultés, mais surtout qu'il ne souffre, comme jusqu'à maintenant, d'aucune intrusion politique. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres intervenants. Monsieur Laventure ne souhaite pas intervenir. Donc, on passe la parole au président qui répond et puis ensuite on fait voter. Très simplement, pour répondre de manière très apaisée aux uns et aux autres qui sont des, je les salue tout à l'heure, des contributeurs actifs. Et ça, c'est notable et c'est très bien pour l'institution, sa sérénité, son efficacité. Sur le déménagement, il est en cours. Hein. Il ne faut pas laisser croire que les choses sont restées passives, puisque le provisoire auquel on a été soumis, moi comme d'autres, on est en train d'en sortir, puisque aujourd'hui, les travaux sont lancés, les conventions entre la ville de Fort-de-France et le PNRM sont en cours de signature. J'ai reçu la convention ce matin, que je vais donc signer très rapidement. Les marchés de maîtrise d'œuvre sont déjà lancés et le déménagement nous permettra d'avoir l'administration du parc qui sera
et Béanger au Fort Tartonson. Et je pense que ça laisse de magnifiques perspectives à construire un projet en commun pour valoriser ce site. Deuxièmement, sur l'aileron, même chose. Les marchés de maîtrise d'œuvre, les concours d'architectes ont été attribués. Donc les travaux commencent à la fin de l'année pour véritablement offrir à la Martinique, offrir au Morne Rouge et offrir, j'ai envie de dire, au patrimoine naturel remarquable qu'est ce site, des conditions d'accessibilité et participer véritablement à l'attractivité du territoire. Et puis terminer sur la question qui est posée, sur la question des financements. Je tiens quand même à rassurer, je ne veux pas rentrer dans ce qui pourrait être apparenté à de la cuisine interne. Le président l'a dit très modestement, le budget du parc est passé de 4 millions d'euros à 14 millions d'euros. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est surtout parce que le principal contributeur qui est la région, sans doute croit à son projet et a fait le choix de le soutenir très fortement. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une mobilisation extrêmement importante d'investissement qu'il faut que nous ayons recours parfois à l'emprunt, non pas parce que nous n'avons pas la capacité d'investir, mais parce que l'Europe vous rembourse une fois que les travaux sont achevés. Donc c'est aussi ça l'ingénierie financière. Cela se fait dans la sérénité, la maîtrise, et nous le faisons avec des partenaires relativement fiables, que ce sont les groupes financiers traditionnels. Mais il faut toujours penser derrière, c'est des mobilisations qui nous permettront de créer des outils de développement extrêmement importants, l'aménagement de l'aileron, l'ouverture de la réserve de la Caravelle, qui est un outil extraordinaire, qui est aujourd'hui en terre, mais en mer. Et tout cela participera, de mon point de vue, du positionnement qui est majeur pour nous, puisque nous le partons ensemble, de faire de la Martinique l'une des principales destinations pleine nature de la Caraïbe. Merci à vous, chers collègues. Je vais devoir vous quitter avant le vote. Merci. On vous laisse laisser la salle. Nous passons au vote contre, abstention, pour, à l'unanimité. J'invite Marcel Joseph Rose à venir s'asseoir pour s'exprimer au nom du Comité national des professionnels de l'automobile. Bonjour mesdames, bonjour messieurs les élus régionaux. Alors nous sommes ici en intersyndical. Donc je lis mon papier, ça ira beaucoup mieux et comme ça il n'y aura pas d'erreur. Donc dans un premier temps, vous remarquez que nous n'avons pas forcé, que nous avons attendu, nous nous sommes pliés aux règles. Nous les enseignants de la conduite, nous sommes respectueux des règles. Alors ce qui nous conduit aujourd'hui, le président, il peut distribuer pour faire savoir... Non. Après. Il y a des agents qui sont là pour ça. D'accord. Alors, nous sommes ici en intersyndical des enseignants de la conduite, l'UNICAR SR, donc pour Union martiniquaise des indépendants de la conduite automobile et de la sécurité routière, affilié à l'Union nationale des indépendants de la conduite et le CNPA ER, dont je fais partie, Comité national des professionnels de l'automobile et de l'éducation routière. Alors, avant de vous présenter le sujet qui nous conduit ici, je veux, au nom de tous nos collègues enseignants de la conduite, vous dire combien il est affligeant et regrettable d'avoir été obligé de venir déranger une plénière pour être entendu. Ça, c'est quand même désolant. Nous sommes venus ici vous informer d'une situation extrêmement grave qui est en train de tuer notre profession et que nous subissons à cause de la région et ses dispositifs d'obtention du permis de conduire par des jeunes via le RSMA. Nous ne sommes pas là pour juger l'action politique d'accompagnement de nos jeunes, dont nous sommes tous solidaires par ce temps de chômage croissant, mais pour condamner la démarche et la méthode engagée pour conduire cette politique au mépris des professionnels de la conduite et pour exiger des solutions immédiates. Ces dispositifs de financement du permis de conduire se sont faits en contournant le code des marchés publics obligatoires pour les entreprises. Donc sans aucune volonté d'y associer les entrepreneurs de la conduite qui travaillent avec passion dans leur métier pour donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs élèves en matière de sécurité routière et de civilité sur la route. Des professionnels qui voient souvent leur mort sur les routes de Martinique, des professionnels qui
tout en payant leurs impôts et charges, prennent le risque d'investir sur des véhicules sécurisés avec leurs propres deniers et se voient impuissants. La région achetait, donc nous les professionnels, nous voyons la région acheter des véhicules neufs pour l'armée, en plus de ce marché de la conduite attribué exclusivement au RSMA. Nous n'en faisons pas partie. Chaque année, depuis cette convention amplifiée entre la région et le RSMA, les pertes financières globales de la profession sont évaluées à 640 000 €, soit près de 4 000 € par auto-école, sachant que nous sommes en tout 167 auto-écoles en Martinique. Ce sont des mesures inconscientes prises dans l'irrespect total de notre profession. Nous vous rappelons que les entreprises concernées représentent à peu près 1000 emplois directs et indirects en Martinique. Outre ce qui a été le plus triste, c'est la désinvolture avec laquelle la région a géré ce litige sur le plan fonctionnel et relationnel. Pourquoi? Je vais laisser mon collègue finir. Il vous en dira plus parce qu'il connaît beaucoup plus les chiffres que moi. Merci. Merci. Beaucoup. Merci. Monsieur Gallo, il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a pas de possibilité de manifester. Vous pouvez applaudir, monsieur, mais pas dans les tribunes. Si ça vous intéresse d'applaudir. Mesdames, Messieurs les élus, je vous dis bonjour. Donc, je me présente, Monsieur Gallo Grégoire. Je suis donc président du syndicat, de l'un des syndicats, parce que nous sommes en intersyndical, UMICA SR. Et je vais donner suite à ce que nous avons évoqué dans le sujet, qui est un sujet tout de même important parce qu'il en va de la survie de nos entreprises. Alors, nous ne sommes pas là pour faire un jugement, cependant. Je veux rappeler simplement que depuis 2013, nous avons alerté les pouvoirs institutionnels, publics, préfets, présidents de région, services de l'ADEAL, Pôle emploi. Ce sont tous les organismes avec qui nous travaillons. Mais nous avons aussi convié la région, comme je le dis, sur la situation grave des entreprises de la conduite en Martinique. Nous avons demandé donc une table ronde réunissant tous les acteurs de la conduite pour parler de nos difficultés. Le préfet de région a réagi en organisant cette table ronde le 17 décembre 2013, en présence de la directrice des libertés publiques et de l'ADEAL. La directrice régionale du Pôle emploi a été ensuite conviée le 15 janvier 2014 par le préfet à une réunion à la préfecture pilotée par les services préfectoraux. Alors, ce qui est à noter, c'est que seule la région n'a pas réagi. Même après avoir envoyé des courriers d'information en date du 9 janvier 2014, envoyé au président de région par le préfet lui-même en place à cette époque, faisant état des points de revendication qui concernaient la région. Après plusieurs relances et une menace de grève, nous avons été reçus en express par le président de région le mercredi 19 mars 2014, grâce à un intervenant extérieur que nous remercions d'ailleurs. Le président de région nous a envoyés vers le RSMA, puisque le RSMA est l'une des revendications que nous avons parce que nous souffrons véritablement d'une perte, d'une fuite en avant de nos élèves qui... Nous savons qu'il y a 800 jeunes qui obtiennent chaque année la possibilité d'avoir des diplômes par le biais du RSMA, mais ils ont aussi la possibilité de passer le permis au RSMA. Et c'est une perte pour nos entreprises. Et nous avons donc eu une réunion avec... nous avons donc été entendus par le colonel du RSMA. Le 18 mars... 2015, je dois quand même dire que c'est grâce au président de région que cela a pu être fait. Là, quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons constaté qu'il n'était pas possible de négocier avec le RSMA, car ils ont toutes les cartes en main. Ils forment eux-mêmes les professionnels, enfin les 10 professionnels qui forment nos jeunes au permis de conduire. Donc, il n'était pas question qu'il y ait un partenariat avec le RSMA. En tout cas, c'est ce que nous a fait entendre le colonel.
Donc, nous avons vu là qu'il n'y avait aucune intention de partenariat avec cette entité, de faire travailler les entreprises locales de la conduite parce qu'ils ont une réglementation particulière à l'armée qui leur est propre. Le plus grave, c'est que les 10 formateurs de la conduite au SMA ne reçoivent, vous m'entendez bien, que 9 semaines de formation, alors que nous, professionnels de la sécurité routière, nous passons toute une année pour obtenir notre diplôme. Et tous les 5 ans, nous avons une réactualisation des connaissances. Donc ça veut dire qu'en permanence, nous avons des informations sur la sécurité routière. Donc c'est quand même grave, 9 semaines au lieu d'une année de professionnalisation. Vous imaginez. On nous demande, à nous professionnels, en un an de formation, et c'est une formation qui, je le rappelle, est très difficile. Après cette entrevue, il s'est passé 9 mois, sans aucune suite concrète de la région. Nous avons donc envoyé un courrier ferme, et ce jour-là, le président était mécontent, je le comprends, mais nous aussi, nous étions mécontents, afin de nous recevoir à nouveau. Lors de cette réunion, courant février, avril 2015, nous avons décidé enfin cette réunion a eu lieu en janvier, mais nous avions décidé, grâce au président, de nous revoir sur tous les points que nous avons actés dans nos revendications. De février jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun entretien à nouveau sur l'avancée de nos négociations qui, je le rappelle, ont débuté depuis 2013. Donc, sur ce fait, aujourd'hui, nous avons décidé en intersyndical de venir pour dénoncer cette situation qui est grave pour nos entreprises, mais aussi ce que nous avons ressenti comme étant un mépris. Parce que depuis 2013, vous imaginez, on ne peut pas traîner comme ça pour des revendications. Nous n'avons pas pour habitude de bloquer ni de faire quoi que ce soit, mais on a été obligé de le faire. Et aussitôt que nous avons décidé de faire cette action, brusquement, et là je parle aux élus martiniquais parce que bientôt nous aurons une collectivité unique et il y aura une seule personne qui va diriger le pays. Et j'appelle à votre conscience, parce que si c'est ainsi que vous, qui vous présentez bientôt, vous avez l'intention de gérer le pays, nous serons toujours là, nous Martiniquais, pour vous dire, attention, ce que vous faites n'est pas bon. Alors je vous demande, s'il vous plaît, d'avoir de la considération pour des travailleurs, parce que nous sommes des chefs d'entreprise. On ne vient pas quémander de l'argent. On vient simplement demander de nous respecter. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui que nous sommes prêts aujourd'hui, parce que le président de région nous avait appelé avant-hier pour nous dire qu'il nous reçoit. Je suis là pour dire des vérités, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Il nous a appelé pour nous dire qu'il nous reçoit. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit des gens. On reçoit des gens de manière digne parce que nous sommes des chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, parce que nous avons alerté les élus, tous les élus, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je vous dis à tous, quels que soient ceux ou celles qui seront élus, prenez vos responsabilités par rapport au peuple. Vous avez un devoir. Vous êtes une autorité. Donc respectez le peuple. Et c'est ce que j'avais à vous dire. Et je vous demande, et j'espère, je vous dirai si ça a eu une suite favorable. Et je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Gallo, vous pouvez vous êtes exprimé et je vais vous répondre avec une très grande précision. D'abord techniquement, ensuite je vous répondrai personnellement, et vous personnellement, très clairement. Vous avez mélangé plusieurs problèmes à bon escient pour essayer de mettre sous la sellette la région Martinique. Et vous l'avez fait volontairement et intellectuellement, vous faites une manipulation qui n'est pas très honnête. Je vous le dis très clairement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que c'est, monsieur, s'il vous plaît, qui n'est pas très correct. Qui n'est pas très correct. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande, pour quelle raison? Monsieur Duville, vous n'êtes pas... C'est très facile, monsieur Duville. Vous avez trouvé une occasion. Vous allez participer, on verra. La première chose, c'est que je voudrais parler du RSMA. D'abord, on viendra sur le reste. Le RSMA, et tous ceux qui sont là le savent, depuis plusieurs décennies, le RSMA existe et permet à plusieurs centaines, voire milliers de jeunes Martiniquais
d'être formés, d'avoir un diplôme, d'avoir une organisation dans leur vie, de respecter les droits civiques, etc. 97%. Vous voulez m'empêcher de parler, M. Morissette? Alors, 97% des jeunes qui... Laissez-moi terminer. 97%. Bien. Mais si vous avez... On vous a offert une bonne occasion. Prenez-la. J'espère que les gens écoutent. Alors, 97% des jeunes qui travaillent, qui ont été formés au RSMA, ce sont des jeunes qui trouvent une possibilité d'insertion comme maçon, comme plombier, travailler dans les hôtels. Et depuis toujours, avec cette collectivité, avec M. Marie-Jeanne, avec M. Darcière, avec M. Capgras, avec M. Aimé Césaire, il y a eu toujours un soutien au RSMA qui a été mis en place. Alors, M. Gallo et M. Marcel Joseph Rose, c'est véritablement pas une polémique, c'est bon, je vous réponds, puisque vous avez demandé à vous répondre. Les financements qui sont octroyés, qui ont été octroyés sous plusieurs mandatures, y compris la dernière mandature, très importante, était autour de 800 000 euros. Nous avons apporté une contribution de 1 million d'euros à RSMA. Et vous savez, ça porte sur quoi, le 1 million d'euros? Le 1 million d'euros, je cherche mon document. Voilà. Le 1 million d'euros porte exclusivement sur mobilier de bureau et de salle de formation. Je le dis parce que je veux que l'ensemble des conducteurs et de professions concernant l'auto-école l'entendent. Pour voir vraiment, on va démontrer qu'il n'y a absolument rien de vrai dans ce qui a été dit entre les liens entre le RSMA et la région. Ça concerne, le financement concerne quoi? Mobilier de bureau et de salle de formation, M. Gallo. Équipement de la protection lié à la formation. Déplacement, émissions. Communication hors spécifique FSE. Entretien des véhicules. Carburant, produits pétroliers. Fourniture de bureaux, travaux d'impression. Approvisionnement et maintenance informatique. Outillage, maintenance des appareils. Dépenses postales et télécommunications. Énergie, eau, gaz, électricité. Entretien courant du parc immobilier. Fonctionnement courant des bâtiments. À aucun moment, vous n'avez vu un financement pour donner du permis ou pas de permis à qui que ce soit. Aucun moment. Ces financements ne concernent pas le permis. Ne concernent pas le permis. Et vous le savez pertinemment. Et cela vous a été dit par le colonel qui vous a reçu à ma demande. Ah mais si ça ne vous a pas été dit, ou c'est pas demandé. Bon, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ne pas dans un dialogue. Donc je voudrais préciser que voilà à quoi sert. Il y a aussi un accompagnement à l'investissement qui avait d'ailleurs été commencé par l'ancien président sur les aménagements au sol et des achats de véhicules, notamment pour ce qu'on appelle le permis poids lourd. Ce financement avait été fait avant mon arrivée ici et je l'approuve. Je considère que M. Alfred Marie-Jeanne avait raison de participer financièrement à l'acquisition de matériel lourd pour l'apprentissage à la formation des jeunes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, M. Gallo et cher M. Marcel et Joseph Rose, c'est que vous avez une législation qui est claire, connue de tout le monde. Je parle purement de droit. Hein. Financement, c'est acquis. Maintenant, sur le droit, vous avez un texte que vous connaissez, et je vais vous le donner si vous ne l'avez pas, parce qu'apparemment vous n'êtes pas bien informé. C'est l'arrêté du 22 avril 2008 qui fait suite à une série d'arrêtés qui fixe les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la Défense, écoutez-moi bien, hein, et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite. Du brevet militaire de conduite. Et cela dit quoi? Eh bien, ça définit les modalités de formation pour obtenir le permis militaire. Je suis sûr que Yondebouk ici a obtenu le permis d'abord militaire et que la loi, au nom du ministère de la Défense, autorise de transformer en permis civil par la préfecture. Et les conditions sont extrêmement claires. Les conditions sont très claires. Je ne les approuve pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je les approuve ou approuve pas. Les conditions sont très claires. Le brevet militaire de conduite permet de conduire les véhicules mentionnés à l'article R 221.4 du Code de la route, correspondant au permis de catégorie A, B, C, D, E.
L'instruction élémentaire de conduite se déroule dans un centre agréé par le secrétaire général de l'administration, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le chef d'état-major de l'une des 3 armées. L'instruction élémentaire de conduite est sanctionnée par un examen passé devant une commission d'examen qui délivre une attestation de conduite. Pour les candidats non titulaires du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite, l'examen reprend les épreuves du code de la route, etc. La commission d'examen qui va délivrer le permis dit militaire à l'article 6, je répète que je ne fais que lire le droit. Comme on est dans un état de droit, je ne voudrais pas qu'on fasse des interprétations abusives. La commission d'examen pour la délivrance de l'attestation de conduite citée au 3e alinéa de l'article 5 du présent arrêté comprend au moins 3 membres, un officier, président, un officier et sous-officier supérieur, un moniteur de conduite titulaire du CT1 de la filière IEC ou un agent du ministère de la Défense. Le candidat ayant satisfait aux épreuves de l'examen de conduite se voit délivrer l'attestation de conduite par le chef de centre ou par l'autorité assimilée dont relève le candidat. Les choses sur le plan du droit est très claires. Alors que vous le contestiez, cet arrêté-là, et que vous dites que cet arrêté-là ne donne pas à ceux qui délivrent à la fois leur formation et le diplôme la qualification que vous avez, je peux bien comprendre ce type de débat en tant que parlementaire. Mais faire croire à la population martiniquaise, et je vous l'ai dit dans mon bureau à 3 reprises, je vous ai reçu 3 fois dans mon bureau, devant d'autres témoins, à 3 reprises, que je vous ai dit que la région Martinique n'a aucun pouvoir de changer ce texte. La seule chose à faire, c'est de demander de changer le texte et de dire que les personnes sur là doivent avoir d'autres formations. Par exemple, nous n'avons aucune possibilité de changer ce texte. Vous le savez pertinemment. Vous le savez pertinemment. Non, pas ce pouvoir-là. La deuxième chose, ça c'est réglé. Donc, vous sollicitez les parlementaires martiniquais pour intervenir au niveau du ministère de la Défense pour dire clairement, changer le texte, c'est une concurrence abusive. C'est ce que vous dites. J'entends, respectueux, contrairement à ce que vous avez dit toutes les deux, on vous a manqué de considération, on vous a toujours respecté et je vous ai toujours reçu quand il le fallait dans mon bureau. Et vous avez des contacts avec une personne, et je regrette que vous ne l'ayez pas cité, avec un minimum de respect vis-à-vis de cette femme, qui vous répond tout le temps au téléphone, qui s'appelle Madame Delbé, qui est derrière moi, qui vous a reçu à plusieurs reprises, avec qui je l'ai chargé de suivre au quotidien vos revendications. Je vais revenir tout à l'heure dessus. Je voudrais aborder un deuxième point, qui me semble encore plus grave. Monsieur Gallo, vous dites ce que vous souhaitez et je vous respecte. Mais je vais donner les chiffres exacts. Vous savez combien de permis délivrés par an en Martinique? Est-ce que vous savez combien de permis qui sont délivrés par an en Martinique? Eh bien, en 2014, chers amis, il y a eu 10 255 permis B délivrés ou des gens qui ont été candidatés. 10 000. 10 000. Ce n'est pas un petit chiffre. C'est l'équivalent d'environ 6 000 personnes, parce qu'il y a des gens qui passent permis, puis deux permis, etc. Vous savez combien de permis passés au SMA, M. Gallo? Sous les 10 000? Est-ce que vous pourriez me donner le chiffre? Parce que vous êtes venu avec un ton très accusatoire. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, parce que je vous respecte. 373 permis passés au SMA. Et j'ai voulu, non pas, je le répète, vous contredire pour vous contredire, parce que j'ai recherché, je suis ça de très près. 373 permis passés sur 10 000. Et vous savez qui passe les permis? Les plus pauvres, les plus démunis, les plus exclus qui sont au SMA. Parce qu'on ne trouve pas le fils de... Je rigole. Je peux rigoler avec quelqu'un ici, non? Oui, de Clémenté au SMA. Non, on ne trouve pas le fils de Clémenté. Nous avons tous, conducteurs auto-école ou pas, des enfants qui sont dans les rues qui ont besoin de ça. Et mieux encore, chers amis, et ça, je te le dis clairement, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ces 376 très jeunes, ce sont très jeunes qui reçoivent une formation permis comme une action sociale complémentaire par rapport à la formation. Leur présence au RSMA, ce n'est pas pour le permis, c'est pour être formé. Et nous avons accompagné le RSMA, d'ailleurs, comme l'ancienne mandature a fait, pour avoir d'autres filières. Je veux qu'on m'écoute.
D'autres filières, filière énergie renouvelable qu'on a développée récemment, très fier de l'avoir fait, filière touristique. Il n'y a pas que des garçons, il y a des filles aussi là qui font des formations autour de la petite enfance des personnes âgées. Et lorsqu'on leur donne le permis, c'est en plus. C'est en plus 373, c'est-à-dire, quel pourcentage, messieurs et mesdames? 3%. Alors vous me dites que vous allez faire écraser une révolution pour 3%, d'autant plus, et j'y arrive. Monsieur Gallo, nous avons lancé ce qu'on appelle les passes permis pour les jeunes. Et vous savez, Monsieur Gallo, c'est pour ça que j'ai parlé d'amalgame, chers collègues, vous savez pertinemment que les passes que nous avons lancées, pour 1000 lettres chèques, c'est-à-dire, c'est le montant environ 400 €, que nous accordons aux jeunes. À quel moment vous avez vu que la région a demandé à ce que ce jeune aille au RSMA? C'est pour ça qu'il y a une amalgame. On n'a jamais demandé aux jeunes d'aller au RSMA. Tous les jeunes qui bénéficient de cette aide-là, ces jeunes-là ont une lettre chèque qui leur est donnée de 400 € au début, et ça, on l'a réglé ensemble. Vous auriez pu avoir l'honnêteté de dire que nous l'avons réglé ensemble, parce qu'au début, on travaillait avec une institution qui s'appelait comment? CAM, comme ça, en auto-école. C'est bien ça, c'est AAM. Nous avons considéré qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait donner l'aide à l'individu et pas à la structure. Et on l'a corrigé ensemble. Et depuis, donnez-moi le nombre de chèques lettres qu'on fait par an, nous avons 1000 lettres chèques pour 400 000 € minimum et 2000 lettres chèques pour 800 000 € votés par la région. Et aujourd'hui, on a des dizaines de jeunes qui sont chez vous avec un financement région pour passer leur permis. Et vous me dites que le RSMA, la région est complice avec le RSMA. Premièrement, les financements qu'on octroie n'ont rien à voir avec le permis. Et la deuxième chose, le financement qu'on a donné va directement au niveau des auto-écoles. Ce sont les auto-écoles qui bénéficient pas. Alors, je suis peut-être d'accord avec vous quand vous dites il peut y avoir des dysfonctionnements, etc. Mais la lettre chèque est arrive. C'est tellement important le nombre, je n'ai toujours pas le nombre que j'ai demandé, le nombre pour cette année 2014 de lettres chèques qui a été donné. Alors, d'ores et déjà, écoutez bien, je n'ai pas vu le nombre. Monsieur Gallo, et je suppose, Monsieur Marcel Joseph Ross, vous n'êtes pas au courant. Et Monsieur Gallo, je vous fais grâce que vous n'êtes pas au courant. Nous avons délivré, chers collègues, pour les auto-écoles de la Martinique, où on finance 400 € par permis pour les jeunes, 3019 depuis 2 ans. 3019. Le chiffre est là, 3019. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent chez vous ont 400 € payés d'office par la région parce que ces jeunes sont en dessous d'un niveau de revenu. Quelles sont les auto-écoles? Aucune auto-école, est-ce qu'un collègue auto-école peut me dire, aucune auto-école ne bénéficie de ça? Aucune. On a mis 3019 chèques, c'est-à-dire les jeunes, pas vous peut-être, pas votre auto-école, mais vous voulez dire que les jeunes passent leur permis où alors? On leur donne le chèque, c'est un lettre chèque qui est destiné à l'auto-école. Ça veut dire que les jeunes encaissent l'argent. Si vous me dites que les jeunes encaissent l'argent, ne passent pas leur permis, mais je ne crois pas à ça. Beaucoup de jeunes sont chez vous en train de passer leur permis avec la lettre chèque. 3019. Je vais vérifier et je vais demander à ce qu'on me dise quelles sont les personnes qui ont bénéficié de ce type de structure. Où est-ce que c'était? Le papier est passé, qui était là. Le nom des gens. Voilà. Dernière chose. Donc, qui bénéficie. Donc, on fera un point ensemble pour savoir qui a bénéficié de ces aides. Nous avons 3019 et on a dépensé près de 800 000 € déjà. Enfin, si je compte le décompte là, 1000, c'est 400 000 € pour pouvoir financer cette opération. C'était tellement important que nous avons demandé à l'administration de ralentir un petit peu parce que le budget allait être trop conséquent. Et je vous dirai qui en bénéficie. Vous avez dit que, ouais, on a demandé plusieurs choses qu'on n'a pas. Parmi les choses qui ont été demandées, il y a la question. J'ai pris des notes. Parmi les choses qui ont été demandées, il y a la question de la
Plusieurs questions. L'aide à l'acquisition du petit matériel, M. Gallo et M. Marcel Joseph Rose. Cette aide à l'acquisition a été discutée avec M. Gallo. Vous n'étiez pas là, je crois. Et nous avons convenu avec lui une chose très précise. C'est que nous pouvons donner une aide à l'amorçage quand on crée une entreprise. On peut donner des aides à l'accompagnement des entreprises qui sont en difficulté. Mais on ne peut pas intervenir n'importe comment parce que les mandats ne seront pas payés, ce sera rejeté. On a convenu qu'il faut absolument travailler sur le fonds de garantie des petites entreprises, puisque nous avons créé un fonds de garantie et on a demandé à ce que ce fonds de garantie puisse, ça s'appelle la SAFI. Je vous ai donné l'information, je vous dis de diffuser l'information. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons un dispositif d'accompagnement à la reprise, puisque vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont à la porte de la retraite et qu'il faut les accompagner. Je vous ai donné mon accord en disant qu'on ne pourra peut-être pas avoir le modèle que nous avons actuellement sur les transports collectifs, parce qu'il s'agit de transports collectifs, de transports d'intérêt public. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas d'intérêt public, mais c'est une entreprise et la réglementation européenne interdit d'agir différemment. Et nous avons dit qu'il y a une aide à la reprise qui existe, c'est-à-dire donner une aide pour vous accompagner. Vous avez fait aussi une demande sur la formation à l'informatique. Sur la question de l'aide à l'acquisition de matériel, je ne sais pas si vous avez diffusé ou pas l'information auprès de tous vos collègues, mais nous sommes en discussion avec 3 auto-écoles qui sont en train de déposer leur dossier. Mais il faudrait qu'on donne l'information à tout le monde. Alors, Educaroute, M. Périna, qui est au Mont-Nevers, est en train de présenter un dossier discuté avec la SAFI. C'est bien ça. M. Grégoire Gallo, Unicar, a été reçu et est en discussion avec la SAFI. Et puis, l'auto-école Charlerie est aussi en école. Donc, c'est un dispositif, à mon avis, qu'il faudrait élargir à l'ensemble des auto-écoles pour leur permettre d'avoir l'accès à ce qu'on appelle une garantie. Peut-on donner une subvention supplémentaire? Parce que je pense qu'ici, ils méritent ça. Et Gallo avait posé le problème de l'accompagnement au renouvellement du matériel. Est-ce qu'on peut ajouter à la SAFI une aide en termes de subvention? Je ne suis pas contre, parce que vous avez besoin fréquemment de renouveler. Concernant la formation à l'informatique, ça, on peut bénéficier d'une aide. Et ça a été demandé, c'est en cours d'étude. Madame Delbé m'a informé qu'elle a demandé des pièces complémentaires, parce que le président de la région ne peut pas être tout le temps en contact avec tout le monde. Il y a des administrations pour ça. Madame Delbé m'a confirmé qu'on vous a demandé les pièces. Nous attendons les pièces pour pouvoir faire un dossier global et vous soutenir. Vous dites que ça a été déposé. Elle me dit qu'elle est en attente des dossiers. Le seul dossier qui reste en suspens, où on a actuellement un débat, et ce débat ne peut pas être pris comme ça entre nous, parce qu'on se connaît que le débat sera pris, c'est la question de la détaxe. Est-ce qu'il faut accorder la détaxe aux auto-écoles comme nous accordons la détaxe aux transporteurs de voyagers, aux transporteurs de marchandises? Très honnêtement, je ne suis pas chaud. Deuxièmement, sur le plan du droit européen, est-ce qu'on peut véritablement le faire? Par contre, je suis ouvert. Je l'ai clairement dit, il faut l'étudier, il faut nous laisser le temps de l'étudier. Parce que c'est une masse financière, c'est à la fois une responsabilité juridique, c'est le seul dossier qui reste actuellement en suspens. Je voudrais clairement indiquer que moi, je ne suis pas un homme fermé, mais surtout pas que la région aurait traité avec des envoltures quelque chose. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et qu'aujourd'hui, on voit parfaitement que le problème que vous posez ne concerne pas la région sous le RSMA. Par contre, la collectivité régionale, ainsi que les parlementaires, ainsi que le président de région que je suis, peut parfaitement considérer qu'il y a un enjeu. Nous avons actuellement sous les poids lourds une sous-traitance, appelons ça comme ça, qui est faite pour les poids lourds par le RSMA, parce que le RSMA ne fait pas toutes les formations, parce qu'il s'agit, je lui ai dit, mais pour quelle raison? J'ai rencontré à nouveau les gens du RSMA. Je lui ai dit, mais pour quelle raison vous ne faites pas ce que vous faites pour les poids lourds, pour les permis B? Ils m'ont clairement répondu que dans la législation, il s'agit d'un complément de formation externe, donc c'est une prestation externe qu'ils peuvent sous-traiter. Il s'agit de formation pour conduire des engins et des camions. Il m'a dit, si c'était des financements pour former des conducteurs, des professionnels auto-écoles, ce serait peut-être possible. Mais comme il s'agit de donner le permis et faire passer le permis, c'est plus compliqué.
J'aurais dit, écoutez, étudiez quand même la possibilité de voir s'il y a une possibilité de sous-traitance d'une partie des 376. Mais je ne peux aller que jusqu'à ce stade. Vous me demandez d'agir au niveau du ministère pour changer les textes. À ce moment, c'est un problème qui est parlementaire, qui est au niveau national. Voilà ce que je voulais vous répondre. Je propose que tout ce que nous avons indiqué soit consigné sur un courrier, que je vous reçoive encore une fois pour vous le dire définitivement. C'est oui ou c'est non. Ce qui est possible, c'est possible. Mais je voulais conclure quand même. Moi, je vous demande quand même d'être prudent par rapport à cette revendication. Mais c'est mon point de vue. Parce que n'ignorez pas, les chiffres sont quand même extrêmement importants. 10 376, n'ignorez pas, en plus avec les chèques services que nous donnons pour payer, que je vais vérifier, décaisser, n'ignorez pas que le SMA aujourd'hui permet globalement sur l'ensemble de l'outre-mer à 9000 jeunes. Et c'est certainement le plus gros succès que nous avons. Nous ne sommes pas dans une posture d'indépendantiste ou d'autonomiste, ce n'est pas ça le problème. C'est certainement un des plus gros succès qui nous permet d'éviter qu'on ait des centaines et des centaines de jeunes en difficulté. Et que le fait que le SMA prenne environ 1 millier de jeunes, environ 900, qui est ici, qui sont formés, droits civiques, etc., ça me semble fondamental et essentiel de maintenir ça. Et que le permis qu'il leur est donné, c'est pratiquement un don de tout le monde, un don de vous, de moi, des papas et mamans qui ont des enfants qui sont en difficulté et qui réussissent par ce biais-là d'avoir quelque chose qui ne coûte pas tout à fait cher. Et nous l'avons compensé par l'aide publique que nous donnons permis. Je voudrais vous remercier pour votre présence et je demanderai à mon administration de vous appeler pour pouvoir faire une intervention. Nous passons à l'autre point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous passons à l'autre point de l'ordre du jour, M. Jean Couzol. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai 4 dossiers à vous présenter. Ce sont un dossier concernant le grand port maritime de la Martinique, un dossier concernant les fonds de prêt d'honneur de l'ADI, un dossier de création d'un pôle de joaillerie à la Martinique et une demande de garantie de la SCI Kerlis. Le premier dossier, alors je ne vais pas évidemment m'étendre longuement sur l'intérêt que présentent les travaux que nous sommes en train de faire dans le grand port de la Martinique. Vous êtes tous informés des enjeux du développement du transport maritime dans la Caraïbe avec l'ouverture du 3e jeu d'écluse du canal de Panama, l'accroissement du trafic de containers, la possibilité pour la Martinique, en s'inscrivant dans ces réseaux et en développant autour du port de Fort-de-France non seulement des capacités de transbordement, mais aussi des capacités de transformation industrielle de produits de toutes sortes, soit pour le marché interne, soit pour la réexportation. Donc tout cela, on en est tous conscients et convaincus. Alors, le projet de développement du grand port maritime de la Martinique, vous le savez aussi certainement, puisque nous avons déjà parlé ici, comprend 2 volets. Un volet qui consiste en l'extension du terminal et qui comporte une augmentation de la surface en terre-plein de 3 hectares. Et puis un deuxième volet qui concerne l'allongement du quai principal de manière à pouvoir accommoder en même temps un porte-container de grande dimension et un feeder. Alors, il y a cependant un certain nombre de modifications qui ont été apportées en cours de réalisation
en ce qui concerne le programme des travaux, notamment pour tenir compte des problèmes environnementaux. Et il a été, les estimations, les travaux techniques ont montré qu'il faudrait pouvoir faire passer le montant des travaux de 13 millions d'euros à 16 millions d'euros, soit plus de 3 millions d'euros de plus, et ceci pour pouvoir atteindre l'objectif que nous nous proposons. Par conséquent, il vous est demandé, à vous conseillers et à l'Assemblée, de vous prononcer sur une subvention de 3 200 000 euros pour le grand port maritime de la Martinique, dans le cadre de la réalisation, notamment des travaux de remblai et d'enrochement de l'extension du terminal de conteneurs de la Pointe des Grives. Merci. Observation? Il n'y a pas d'intervenant? M. Carole. Oui, une question au collègue et rapporteur. Il a parlé des problèmes environnementaux qui avaient été posés par cet agrandissement du Grand Port. Et on fait état des risques de destruction des cours. Alors, il y avait des réponses qui avaient été apportées, mais il n'y a pas eu de précision. Alors, est-ce que sur ces questions de l'environnement, vous avez des précisions à apporter quant à la protection notamment des cours de la Grande Sèche? Oui, on va prendre toutes les questions et puis on va répondre après. Je pourrais répondre à ces questions aussi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'ordino? Monsieur le Président, écoutez, je ne peux qu'avec les collègues, me réjouir de cet investissement. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il faut nous comprendre sa capacité. Le président Kousdol dit ça. Panama a construit un 3e jeu d'écluse. Cuba a construit le port de Mariel. 580 km², la moitié Martinique. 1 200 000 Cubains que le gouvernement cubain a mis à la disposition de l'autorité portuaire de Singapour pour faire un des ports les plus dangereux qui a existé dans la région d'Amérique. Donc si nous ne pouvons pas prendre les dispositions depuis à présent pour nous faire ça, sauver port là, mettez que nous d'accord, nous avons parlé de ça, pour nous moderniser ces CHEA, pour nous faire que port là fonctionne 24 heures sur 24. La CGM récemment inauguré le Kerguelen, le plus gros navire français de la nouvelle génération. 4 terrains de football, 18 000 conteneurs. Il peut venir ici, mais côté bateau qui est allé. La Jamaïque, alors qu'il est passé en convention, et puis la CGM, pour y venir le hub du Nord. Ça, c'est des bagailles qui ont des conséquences importantes pour l'avenir du pays. Donc nous-mêmes, nous prévoyons d'y investir 70 millions d'euros. Dans le premier temps, nous avons fait 17 millions d'euros, nous avons ajouté 3 200 000 euros en lait. À présent, pour nous payer ça, moderniser les conditions pour là. Mes chers collègues et Monsieur le Président, vous avez commencé depuis plusieurs années à mener une médiation sur le port. J'espère pour tout le pays que vous allez réussir. La réalité d'aujourd'hui, d'après ce que me disent un certain nombre d'opérateurs portuaires, c'est que nous perdons du trafic en transbordement. Il y a une partie du trafic qui est détournée déjà vers le port de la Guadeloupe et vers d'autres ports de la Caraïbe. Donc, il est plus que vital que cet équipement qui est prévu dans le contrat de plan État-région-département, qui va conditionner l'avenir du développement économique de ce pays, que cet investissement se fasse dans la plus grande unanimité de toutes les Martiniquaises et de tous les Martiniquais. Mais est-ce qu'il y a d'autres, M. Miguel Aventure? Alors, Monsieur le Président, nous n'allons pas chaque fois refaire le débat sur l'opportunité du Grand Port de Martinique. Nous considérons que ce débat a été fait, qu'il a été conclu d'une manière favorable. Le Président avait reçu un mandat d'ailleurs assez explicite de l'ensemble de l'Assemblée pour veiller à ce que les arbitrages nationaux, communautaires, souvent inspirés par les arbitrages nationaux d'ailleurs, puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas de traitement de la Martinique qui soit, je dirais, moins favorable que ce que nous souhaitons légitimement par rapport à ce qui s'esquisse en Guadeloupe. Je
pense qu'il n'est pas malvenu que le président nous donne quelques informations d'actualité sur cela et qui nous permettent par conséquent de regarder ce qui nous est proposé sous cette perspective. Je pense deuxièmement que les questions de modernisation du port sont absolument déterminantes sous un autre regard, c'est-à-dire l'activité économique que constitue le programme de travaux lui-même. Je le dis parce que nous savons que les questions de BTP, travaux publics, sont un élément, un paramètre essentiel du dynamisme global de la Martinique et que par conséquent, il y a aujourd'hui quelques interrogations qui s'expriment sur les carnets de commandes qui pourront être offerts aux opérateurs de ce secteur. Et je pense que les éléments par conséquent de calendrier, lorsque nous est proposé aujourd'hui, mais également de ce qui va suivre, mériteraient d'être bien connus, en tout cas portés à connaissance des intéressés. Et donc je voudrais que nous voyions bien qu'il y a deux volets dans ce que nous traitons aujourd'hui. Le premier qui est celui de la perspective de l'activité du port en tant qu'outil de l'économie générale de la Martinique, mais également, plus spécifiquement, la question de ce que les travaux dont nous parlons peuvent constituer comme programme susceptible de répondre aux attentes des entreprises du secteur du BTP de la Martinique. Merci. Oui, M. Marissin. Non, nous n'avions pas prévu d'intervenir là-dessus, mais je vois qu'il y a des collègues qui ont fait le débat. Le débat a déjà eu lieu sur ce port, hein, et nous faisons partie de ceux qui avions exprimé un certain nombre de réserves, c'est-à-dire quant à la protection de l'environnement, en particulier la protection des coraux et des fonds marins. Sur le port lui-même, bon, il est indéniable que le gabarit des navires augmente. Donc si nous voulons avoir la possibilité de les accueillir, donc c'est un pari sur l'avenir, il faut enlever le prétexte qu'on dise que notre port est trop petit pour les navires. Donc nous pensons que c'est un pari qu'il faut faire. On agrandit le port pour que ces gros porteurs puissent venir. C'est un pari, parce que c'est eux qui vont choisir ayant traversé le canal de Panama, où ils viennent faire le transbordement. Et un collègue a rappelé qu'il y a plusieurs ports en concurrence, donc mettons-nous dans la position pour pouvoir les accueillir. Donc nous partageons cette idée-là, c'est un pari pour l'avenir. Évidemment, il faut augmenter les surfaces pour stocker ces conteneurs, puisque maintenant, tout arrive en conteneurs. Donc ça nous paraît des paris, des investissements à faire, en espérant que ça marche. Mais en même temps, nous souhaitions que ça se fasse sans trop de dégâts. Il nous semble que des solutions ont été trouvées qui présentent deux avantages. D'abord, on sauvegarde les coraux, mais en même temps, il y a un travail qui va se faire sur le côté terrestre. Et ça va générer des besoins de transport. Et j'espère que ce sont nos transporteurs terrestres, par camion, qui vont pouvoir amener ces déchets pierreux, etc. Donc ça nous paraît intéressant. Nous avons d'ailleurs vu qu'un itinéraire, parce que nous craignons que ça crée trop d'embouteillage, évidemment, dans la zone industrielle ou portuaire, nous avons été informés qu'il y a un itinéraire qui va être fait au travers de la zone de l'étang d'Abricot pour permettre le va-et-vient des transports. Donc, il semblerait que des satisfactions aient été données à ce niveau-là. Évidemment, ça a un coût supplémentaire. C'est comme ça que nous avons vu cela. On nous demande d'allonger. Évidemment, si c'est pour la sauvegarde de la Martinique, pour créer de l'activité, notre groupe est prêt à donner son accord là-dessus, moyennant que la région contribue à financer le surcoût généré par ces contraintes de protection environnementale. Merci. Oui, bon, donc il n'y a pas d'intervention à nouveau. Je voulais apporter des précisions à M. Carole, mais M. Marissette l'a clairement dit.
on a effectivement, et grâce à l'appui du Grand Port Maritime, mais aussi en concertation avec les associations de protection de la nature, trouver des solutions pour ne pas avoir impacté le fond marin. Au mieux, tel que M. Marissette l'a expliqué. Et ça a créé des surcoûts, donc c'est pour ça. Nous passons au vote contre, abstention. C'est acquis à l'unanimité, c'est bien ça. Monsieur Jean Cusol. Dossier suivant, il s'agit d'une demande de dotation de fonds, de prêt d'honneur à l'ADI. Alors, je rappelle le contexte d'ensemble. Vous savez que sur la période, sur le projet opérationnel, le programme opérationnel 2007-2013, nous avions réservé une somme assez conséquente pour l'ingénierie financière et en particulier l'aide aux petites entreprises, l'aide au financement des petites entreprises, car les petites entreprises à la Martinique souffrent fondamentalement d'insuffisance en fonds propres. Donc il s'agit d'apporter des éléments qui puissent figurer dans leur haut de bilan et qui leur permettent donc d'avoir une certaine solidité. Et à cet effet, nous avions fait un budget pour 2007-2013 de 12 millions d'euros en FEDER, 8 millions d'euros en région, financements régionaux, et 3 millions d'euros en fonds privés. Et ces moyens ont été répartis sur la base, évidemment, d'appel à projet à essentiellement 3 organismes. L'ADI Martinique, qui intervient au niveau des microcrédits, des très petits crédits, moins de 6 000 euros, Initiative Martinique et Réseau Entreprendre. Alors, ADI est particulièrement un organisme qui nous intéresse parce que c'est un organisme qui non seulement assure un certain encadrement des bénéficiaires de prêts, mais c'est aussi un organisme qui a une expérience assez ancienne et qui intervient à un niveau de financement qui est vraiment très modeste, puisque j'ai dit tout à l'heure 6 000 euros de prêt maximum. Et aujourd'hui, nous sommes informés que sur le programme FEDER 2007-2013, il y a un projet de ligne directrice qui est proposé par la Commission et qui permet de clôturer les programmes en matière d'ingénierie financière jusqu'au 31 décembre 2017. Donc il y a encore, jusqu'au 31 mars 2017, ce qui est une extension un peu exceptionnelle de la période disons de remontée de factures. Et donc l'ADI nous demande une dotation complémentaire pour pouvoir réaliser son travail d'aide aux entreprises. Notons que l'ADI a des résultats tout à fait intéressants, puisque le rapport d'activité de 2014 de l'ADI indique que 78% des entreprises financées existaient encore 2 ans après, donc avaient une pérennité de 2 ans, 66% une pérennité de 3 ans, donc ce sont des performances quand même assez appréciables, puisqu'on sait que ce sont les premières années de vie des petites entreprises qui sont les plus délicates, et beaucoup de petites entreprises disparaissent dans les 3 premières années. Là, une pérennité de 66% en 3 ans,